Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers compatriotes, bonsoir. C'est Richard Antoine Kapeta Kazadi qui vient vous retrouver dans vos maisons ce soir pour deux réflexions. Profonde réflexion sur le Congo, sur son avenir, sur les grandes questions qui émergent dans le pays. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui ont un grand espoir sur les chefs de l'État. Il y en a même qui souhaitent qu'un miracle s'opère. Mais je vous dis qu'il n'y aura pas de miracle. Il n'y a que le travail assidu, le travail acharné qui fera changer le visage de ce pays. Aujourd'hui, notre thème va se construire autour de 3 épisodes. Le premier épisode porte sur l'État indépendant du Congo et il s'enchaîne sur le Congo en tant que colonie belge. Deuxième épisode commence avec l'indépendance du Congo jusqu'à Laurent Désiré Kabila. Et troisième épisode de Joseph Kabila jusqu'au président Félix Antoine Tshisekedi. Premier épisode. Il faut dire que le premier épisode, l'État indépendant du Congo, quand on en parle, c'est-à-dire on voit la Belgique. Lorsqu'on parle de la Belgique, on voit un monarque, un potentat, qui s'appelle Léopold II, un bourreau qui continuera toujours à avoir le sang des millions et des millions de Congolais qu'il a sacrifiés sur l'autel de la recherche des richesses, sur l'autel de l'enrichissement, pour se remplir les poches. Vous allez constater que ce monarque avait une obsession maladive de posséder absolument et à tout prix un territoire. Il a usé de ses talents de diplomate pour convaincre des ambassadeurs, des diplomates réunis quelque part afin qu'il obtienne absolument un territoire. Et il l'obtiendra en février 1885. Il deviendra propriétaire de l'État indépendant du Congo, d'un territoire qu'on nommera État indépendant du Congo. Être propriétaire d'un bien, d'un territoire, c'est comme quelqu'un qui est propriétaire d'une voiture, d'une veste ou d'une maison. Donc c'était son bien, il pouvait en disposer comme il entendait. Alors, il va chercher des gens, des experts pour aller voir cet État-là. C'est notamment Stanley qui viendra, qui va s'établir là-bas. Et cet homme va exploiter d'abord l'ivoire, non, l'ivoire bien sûr, et ensuite les caoutchoucs. Il écumera le pays. Il travaillera de manière jamais vue, il fera travailler les gens de manière jamais connue, comme des sommes de bêtes, pour qu'il rassemble des ressources naturelles pour sa richesse, sa fortune personnelle, et aussi pour les sœurs de la Belgique, parce que au moment où il commence à avoir ses richesses, le visage de la Belgique commence à changer, à se transformer. Il y a eu des voix qui s'étaient élevées parce que 10 millions de morts au Congo. Un Congolais n'avait pas le droit de dire qu'il est fatigué sur le travail, sur le terrain de travail. On lui coupait la main. Un Congolais ne pouvait pas se dire qu'il est fatigué, il s'assoit. C'est une bête, elle doit travailler, travailler, travailler pour renflouer les caisses de cet homme. Et il dit qu'il s'est fatigué, on lui coupait l'organe sexuel. C'est ainsi qu'à la fin de la journée, on trouvait un superviseur, par exemple, pouvait avoir sa corbeille pleine de mains, 10 mains, 15 mains, 20 mains, 10 organes sexuels. Déjà qu'ils n'ont pas travaillé, ainsi on les reconnaît comme un vrai superviseur. Tout ça pour les richesses du Congo. Et les Congolais n'avaient pas un mot à dire. Il y a eu les voix qui se sont élevées. Ils étaient écoutés, mais jamais ils étaient entendus, parce qu'on n'en a jamais fait le cas. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? Certaines célébrités, comme par exemple Walter Weeds, qui est un Britannique, comme Conrad, ils vont protester, ils vont écrire même, écrire des livres. Comme par exemple les livres « Il pleut des mains au Congo », c'est-à-dire il y a la pluie.
des mains au Congo, la pluie des mains qui tombe au Congo. Il y a eu d'autres qui ont parlé des ténèbres du Congo. Tout cela ne sera jamais entendu, on n'en fera jamais cas, et pourtant des crimes extrêmes dans les annales de l'humanité. Alors on cherche à expliquer pourquoi et comment on n'a pas fait le cas de cette situation. Pour les Belges, c'est la jalousie. Les Britanniques sont très jaloux parce que c'est que Léopold est en train de faire dans son territoire, qui est sa propriété, et aussi les font aussi dans leur territoire. Effectivement, il le faisait, mais ce n'est pas à la manière de Léopold II. Lui avait fait ce qui n'avait jamais été fait dans le monde. 10 millions, ça représentait le 1/3 de la population de l'État indépendant du Congo. Et lorsque cet homme-là meurt, il passe sa propriété à la Belgique, ainsi le Congo devient la colonie belge. C'est la même procédure d'exploitation. Bien qu'il n'y ait pas de mecs qui tombent, mais les gens travaillent comme des forcenés pour que les caisses de la Belgique soient pleines. Et la petite Belgique sortira de la Deuxième Guerre mondiale sans dette, à cause du Congo. Nous en arrivons ici au deuxième épisode qui commence à l'indépendance du Congo. Quand le Congo est indépendant, les Belges ont le cœur gros. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord du tout. Et tous veulent que la même situation se perpétue, la même situation continue, c'est-à-dire de la domination, de l'exploitation de nos richesses, du contrôle de nos moyens, de nos richesses, de nos ressources. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Toute la pensée des Belges se résume à une idée qui a été énoncée par un certain général qui s'appelle Janssen, qui a dit « Après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. » C'est une insulte. Il y a un noyau dur, un noyau de nationalistes qui se dresse, qui se met debout. Et ce noyau est dirigé par l'indomptable Emery Patrice Lumumba, qui se met debout pour défendre le Congo, qui se met debout pour que le Congolais s'approprie lui-même son destin, pour que le Congo soit le maître dans son pays, pour que le Congo soit le maître de ses ressources. Et les impérialistes, pour eux, c'est un danger. Il faut absolument anéantir ces noyaux des nationalistes. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà des relais de ces impérialistes qui sont parmi les Congolais. Des gens qui travaillent pour les impérialistes, pour les Occidentaux, pour les dominateurs. Et parmi ces gens, il y a un certain Joseph Mobutu, qui était déjà un indicateur de la sûreté belge. Et Joseph Mobutu était recruté par l'antenne de la CIA à Kinshasa. Donc ces gens-là jouent en collaboration avec les impérialistes pour neutraliser le noyau des nationalistes. Qu'est-ce qui se passe? Ils pensent à une solution. Il faut les corrompre d'abord, si on peut acheter leur silence, mais ça ne marche pas. Le monde est indomptable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors l'éliminer. Alors, ils se disent, écoutez, si on l'élimine de n'importe quelle manière, ça sera brutal, et puis on va remonter jusqu'à nous. Il faut alors se servir des ennemis internes de Lumumba pour les tuer politiquement et les conduire à la mort physique. C'est ainsi que parmi ceux-là qui seront acquis à cette démarche, c'est notamment le chef de l'État, Joseph Kasavubu, qui va signer une décision de révocation du Premier ministre Lumumba. Cette décision est basée sur ce qui s'est produit au Kasaï, à Bakwanga. On accuse Lumumba d'avoir perpétré des massacres à Bakwanga. Alors la décision du chef de l'État est basée sur cet événement de Bakwanga. Est-ce qu'il y avait un massacre à Bakwanga? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y avait trop de sang qui avait coulé à Bakwanga? Oui. Mais il ne faut pas ignorer que l'armée, l'ANC, était déjà infiltrée par ces agents doubles qui œuvraient pour les intérêts des impérialistes. Donc, dans l'armée, les gens de Mobutu étaient déjà là, parce qu'il n'y a pas un seul Premier ministre qui peut ne pas réagir quand quelques-unes de ses provinces se rebellent contre lui. Il va tout faire pour les subjuguer. Eh bien,
qu'est-ce qui arrive? L'armée, qui a déjà des gens opposés aux nationalistes, va agir contrairement aux instructions de Lumumba en massacrant les Baluba. Il y a eu des massacres. Ces massacres ont été même relayés par l'ONU, qui n'était pas d'accord avec Lumumba, qui voulait absolument, parce que l'ONU, c'est quoi? C'est une organisation financée par ces mêmes impérialistes. Alors, Lumumba est anéanti. Le chef de l'État signe une décision. Bien avant cela, Mobutu intervient avec son premier coup d'État. Il fait semblant de neutraliser Kasavubu, mais celui qui est visé, c'est Lumumba. Parce que Kasavubu, même quand on l'a neutralisé, on les voit continuer à travailler avec les collèges des commissaires. Donc c'est Lumumba que l'on visait, qu'on a mis un résident surveillé, qui est révoqué par le chef de l'État en évoquant les motifs du massacre de Bakwanga. Lumumba est anéanti et Lumumba est conduit à la mort, comme on le sait. Le 24 novembre, les mêmes impérialistes disent à leurs hommes, votre temps est arrivé, prenez le pouvoir. Et Mobutu prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il offre sur les plateaux d'or tous les pays aux impérialistes. Ils exploitent à souhait nos ressources dans le pays, comme ils l'entendent, parce qu'ils ont leur homme. Alors les gens disent aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que Mobutu n'a pas réussi avec tous les moyens que nous avons? Mais comment est-ce que Mobutu pouvait réussir, lui qui n'avait pas une vision pour le Congo? Pour réussir, il faut avoir une vision. Et Laurent Désiré Kabila viendra avec la rébellion. La rébellion, vous savez bien, ce sont des armes. Ce sont des équipements, ce sont les télécommunications. Où est-ce que les rebelles pouvaient avoir toutes ces choses? C'est encore les impérialistes qui sont fatigués de Mobutu, qu'ils ont utilisé sérieusement, sucé comme un citron. Maintenant, ils veulent changer. Quand Kabila arrive, comme je le disais, il y a du matériel qui lui est acheté par les impérialistes. Et c'est la même guerre qui continue, la guerre pour nos minéraux. Parce que dans l'acte qu'on a appelé les accords de l'Émirat, il parle déjà du territoire, qu'il faut céder des 300 km dans nos frontières à des pays voisins. Donc, ils sont en train de venir pour faire la guerre pour nos terres, faire la guerre pour nos sous-sols. Et pendant que Kabila avance, avant même qu'il n'ait atteint Kinshasa, les sociétés multinationales s'installent. Ils commencent à exploiter, pendant que le pays est en guerre, la guerre de minéraux menée contre le Congo. Nous n'avons vraiment pas un mot à dire, nous n'avons pas eu un mot à dire sur nos ressources. Ce sont les autres qui décident de nos ressources. Et Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, on lui a mis dans les pattes les gens pour le contrôler, les étrangers, les Rwandais. Quand il arrive à Kinshasa, on sent qu'il est pris en étau. On sent qu'il est quadrillé, on l'empêche vraiment de parler avec ce frère. Quand il se ravise, parce qu'il est nationaliste, il voulait bien changer le pays, quand il se ravise, ça commence à être très tard, il est assassiné. Parce qu'on voit que cet homme veut se raviser. Lorsqu'il est assassiné, ces mêmes gens veulent qu'il soit remplacé par un homme qu'ils vont aussi contrôler. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Pour nos minéraux, pour nos richesses, qui font leur bonheur, mais qui font le malheur du Congo. Ainsi, c'est Joseph Kabila qui arrive au pouvoir, un homme qui a été édicté par les mêmes impérialistes. Et le contrôle de nos matières premières a continué. Et là, nous arrivons en 1991, entre 1991 et 1997, c'est la guerre qui est ouverte. La guerre de minéraux est ouverte et c'est 10 millions de morts. Cet épisode de Joseph Kabila part du temps qu'il a pris le pouvoir jusqu'à l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. 10 millions de morts. Pourquoi? Pour nos terres. Pourquoi? Pour notre cobalt, pour notre coltan, pour notre uranium, pour nos animaux, pour tout ce qui nous appartient.
Des hélicoptères descendent dans les Kivu. Ils prennent les terres de minerais, ils s'envolent. Ce n'est pas contrôlé par l'État congolais. Et sous le regard de l'ONU, l'ONU regarde ça. Il ne dit rien. Vous comprenez que l'ONU, c'est un instrument au service des impérialistes. Alors c'est un grand problème pour le Congo. Vient le moment où Félix-Antoine Tshisekedi accède au pouvoir. Ces impérialistes ouvrent grandement les yeux parce qu'ils ne savent pas comment il est arrivé au pouvoir, parce que eux, généralement, téléguident les gens qui arrivent au pouvoir. Ils regardent à gauche, cet homme n'est pas venu de la gauche, à droite, il n'est pas venu de la droite. Cet homme est venu du peuple. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a signé des accords qu'on appelle les accords stratégiques avec les Américains. C'est très important. Il est à table avec les Américains. Les Américains n'y vont pas par 4 voies. Ils savent ce qu'ils veulent. Ce sont nos ressources et des ressources stratégiques qu'ils veulent contrôler eux seuls. Il faut que le président de la République, parce que nous voulons que le Congo émerge, que le pays émerge, il faut que le président aussi soit conscient de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le bonheur du peuple, c'est le changement du pays. Parce que ce pays a piétiné pendant beaucoup d'années. Alors, avant d'aller plus loin, je vous donne l'exemple d'un petit pays en Afrique de l'Ouest, le Ghana. Le Ghana, c'est un pays de 30 millions d'habitants. Comparé au Congo, Congo a 80 millions d'habitants. Le Ghana a une superficie de 240 000 km², tandis que le Congo en a de 2 350 km². Presque 10 fois le Ghana. Mais le Ghana a rompu les deals qu'il avait avec le Fonds monétaire international pour se tourner ailleurs. C'est pour cela que je disais dans l'émission passée, je n'étais pas tout à fait optimiste avec les recours au Fonds monétaire, aux institutions de Bretton Woods, parce que les conditions qu'il donne, c'est pour cela que le Ghana a rompu. Et le Ghana a soumissionné, a lancé des emprunts sur les marchés internationaux. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le Ghana est en train de recevoir de l'argent en provenance de marchés internationaux à des taux d'intérêt très favorables, à l'échéance de paiement très raisonnable, qui lui permettra de respirer. Et voilà que le Ghana a procédé de la manière que nous pensons que c'est la meilleure pour avoir l'argent. Il est en train d'avoir l'argent. Et le Ghana ne s'arrête pas là. Le Ghana va trouver maintenant la Chine, est en négociation avec la Chine pour une empreinte de 50 milliards de dollars. Donc le Ghana, qui est de loin petit par rapport au Congo, cherche 50 milliards de dollars. Le Ghana, qui a une superficie petite, qui n'a pas assez de routes, comme nous pourrions le désirer, nous, il cherche 50 milliards de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de solution d'1 milliard de dollars. C'est quoi 1 milliard de dollars que les fonds monétaires peuvent nous donner? Donc, le Ghana, pour obtenir tout cet argent, il offre une couverture de solvabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son or, parce que le Ghana est producteur de l'or. C'est son cacao, il est producteur du cacao. C'est les gisements qu'on vient de découvrir au Ghana, du pétrole. Mais nous avons de l'or. Nous avons du pétrole, nous avons du diamant, nous avons du cobalt, nous avons du uranium, nous avons du colombo-tantalite, nous avons énormément de choses qui peuvent s'offrir comme couverture de solvabilité. Si les Ghana peuvent demander 50 milliards, avec moins de problèmes qu'ils ont par rapport au nôtre, plus nous sommes grands, plus nous avons des problèmes. Ce pays, c'est un chantier à reconstruire. Nous n'avons pas besoin de solution de colmatage. Nous avons besoin de reconstruire totalement le Congo. Alors les Ghana demandent autant Félix-Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui à table avec les puissants de ce monde, qui sont de surcroît nos alliés, avec lesquels nous avons signé des accords stratégiques, il devra demander beaucoup d'argent. Nous n'avons pas besoin de solution, de remplacement d'une ampoule ou d'un robinet. Tout est à refaire au Congo. Est-ce que le Congo a besoin de 5 milliards? C'est même moins.
Le Congo a besoin de 100 milliards, il peut en demander autant, même plus. Il est solvable. Nous avons le moyen d'assurer nos partenaires que nous allons rembourser cet argent. Pourquoi ils ne le feraient pas quand les gens qui ont tout volé, ils échangeaient des minéraux pour mettre de l'argent dans leur poche? Lui qui a la détermination aussi visible que tout le monde peut le constater, de changer ce pays, pourquoi est-ce qu'il ne recourerait pas à la même voie pour changer notre pays? Aujourd'hui, le pays a besoin de beaucoup de choses. Notre pays doit s'asseoir à la table de grands. Notre pays doit avoir des usines. Nous n'avons pas nécessairement des ambitions de l'industrie lourde, pas du tout. Nous avons besoin, par exemple, des usines qui produisent fertilizer, les engrais. Nous avons besoin des... parce que c'est un pays à vocation agricole. Pourquoi il faut continuer à importer les engrais? Nous avons besoin de relancer notre usine de sidérurgie, la sidérurgie de Maluku. Une usine qu'on a achetée il y a des années, dans la décennie 80, je crois, à 450 millions de dollars. Nous l'avons achetée au même moment que l'usine de sidérurgie des Algériens. Et la leur fait la fierté du pays aujourd'hui. La nôtre, nous l'avons sacrifiée. Parce qu'il y avait des pays européens qui pensaient qu'ils devaient vendre leur acier. Si nous avons cette usine de sidérurgie, comment ils vendraient leur acier? Parce que nous avions des gens qui n'étaient pas des patriotes à la tête du pays. Eh bien, nous avons sacrifié ça. Imaginez que demain, quand je regarde des pays aujourd'hui où il n'y a absolument rien, pourquoi nous n'aurons pas besoin de petites industries légères qui nous permettraient de résoudre, d'être indépendants et résoudre une série de beaucoup de problèmes? C'est ça dont nous avons besoin. Donc, Félix Tshisekedi aujourd'hui ne devrait pas y aller à main molle. Il doit dire à ses partenaires, les Américains sont ses partenaires, sur tous les plans. Il doit leur dire, voilà, nous avons besoin de 200 milliards, 300 milliards de dollars. Il y a des garanties pour les rembourser. Voilà ce qui a été le thème de notre pays aujourd'hui. Vous avez vu qu'à toutes les étapes, à tous les épisodes, combien on nous a fait la guerre, on nous a tranché les mains, combien ces gens ont voulu qu'après l'indépendance, ça soit comme avant l'indépendance. Vous avez vu comment on nous a fait la guerre de 1971 à 1977, une guerre de minerais et de la terre, qui a fait aussi 10 millions de choses. Alors j'en arrive aux questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, je commence avec un point. On nous apprend à l'AMIBA aujourd'hui, il y a parce que l'AMIBA produisait au ralenti pour ne fût-ce qu'assurer les fonctionnements minimaux. Il y a des gens qui volent déjà, dans les triages, qui volent déjà des diamants. Avant que nous puissions donner les détails que nous avons en notre possession, nous voulons que les gens qui soient informés de ce que nous disons ici puissent en informer les autorités de l'AMIBA pour qu'ils ouvrent l'œil et le grand sur ce que nous venons d'apprendre avant que nous puissions détailler la situation. Nous avons le problème de l'infiltration du terrorisme islamique au pays. Ça, c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, notre pays, on veut en faire un califat, c'est-à-dire une république islamiste. On comprend aujourd'hui que tout va jusqu'à Joseph Kabila. C'est l'un de ces plans pour déstabiliser les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi. Comment est-ce qu'on le dit? C'est parce que les Américains qui sont nos partenaires ont capté dans leur magie satellitaire, ils ont pu entendre un général proche de Kabila qui est en intelligence établie avec le groupe islamiste, avec le groupe terroriste. C'est le général Akili Muhindo Mondo. C'est l'homme proche de Kabila. Et là, ils sont déjà sur la mauvaise pente par rapport à ces Américains qui sont en train de combattre parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, l'islamisme, le terrorisme islamique a perdu ce terrain habituel. Il a perdu l'Iran et l'Irak, il a perdu la Syrie. Il est en train aujourd'hui de venir vers l'Afrique. Il faut suivre ce qui se passe au Sahara, au Mali, etc. Et au Congo, ils sont en train d'entrer. Et c'est un réseau
de M. Kabila pour déstabiliser les pouvoirs. Nous disons qu'il veut déstabiliser les entreprises que nous allons aujourd'hui établir des rapports avec, qui vont venir au pays. C'est ça qu'il veut déstabiliser. Je crois que les Américains et les autres Occidentaux qui ont intérêt à faire prospérer leurs établissements industriels ne les seront pas en paix non plus. Nous avons un problème qui fâche, c'est le problème du gouvernement qui tarde à venir. Le problème du gouvernement qui tarde à venir est causé essentiellement par le FCC. Allez-y comprendre quelque chose que le FCC réclame 80% des postes ministériels. Mais dis donc, est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles? Le FCC a gouverné le pays, donc les kabylistes ont gouverné ce pays pendant 17-18 ans. Ils l'ont gouverné sans partage avec l'opposition, avec qui que ce soit. Mais quand on regarde leur bilan, ils n'ont rien fait pour ce pays. Pourquoi veulent-ils absolument s'accaparer du maximum de postes ministériels pour gêner l'action du chef de l'État? Il faut dire que ces gens sont très mal intentionnés. Et quand on parle des accords entre les FCC et les CACH, ce sont des faux accords. Parce que les alliés ne peuvent pas se comporter de cette manière. Ce sont des faux accords. Les FCC est notre adversaire, on doit les traiter comme tels. Ils sont en train de se prévaloir de leur majorité au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des gouvernements, au niveau des assemblées provinciales. Moi, je dis que oui, ils ont gagné. Mais ils ont gagné comment? Ils ont gagné par la force de l'argent. Et vous voyez combien l'argent peut avoir une puissance de nuisance terrible. Ils ont gagné, bien sûr, en citoyens, des gens. Vous n'avez qu'à suivre ce que les rapports nous donnent, vous comprendrez que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et c'est ça, les antivaleurs que le chef de l'État veut déboulonner. Ils ont un partenaire très compréhensif qui leur a dit, pas de chasse à la sorcière. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire est tenter de faire monter la tension au pays. Et nous voulons que la tension monte, que le peuple soit prêt, qu'il comprenne qu'ils ne sont pas au bout de nos peines, qu'il soit prêt, à l'instar de ce qui s'est passé à Kalemi, à l'Assemblée du Tanganyika. Le peuple est allé là-bas. Il a forcé les portes. Il les a pris, tous ces députés de misère, par les cols de leur chemise, pour le foutre dehors. Parce que ces gens ont voté pour un gouverneur qui n'était pas dans le cœur du peuple, qui n'était pas dans le sentiment du peuple. C'est ça qui va arriver. Tant qu'ils se prévalent de leur majorité, le peuple va agir. Et c'est très bientôt. Il va agir, il va le faire. Parce que la pression est en train de monter, la casserole a bouilli. Il y a beaucoup de pression. Nous sommes à la limite de la patience. Président de la République, nous l'encourageons à continuer les combats. C'est les combats, c'est des bonnes guerres qu'il est en train de faire. Même si ça va durer un an, ça va durer un an. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui dépend du chef de l'État, contrôlé par le chef de l'État. Il réclame le ministère de la Justice. C'est pour cacher tout ce qu'ils ont fait du mal. Il réclame les finances. C'est pour gêner l'action du chef de l'État. Comment est-ce qu'il va financer? Aujourd'hui, il vous dit, non, il est allé au-delà du budget pour les programmes de 100 jours, mais il n'est pas allé dans ses poches. Donc, nous voulons dire à ces gens, nous voulons dire au peuple qu'il doit se tenir debout, accompagner le chef de l'État et se battre réellement pour que le véritable changement entre dans les pays. Je venais de lire une lettre d'une dame, une lettre anonyme d'une dame qui s'adresse au chef de l'État. Je vous dis que c'est de l'intox. Il se dit, il se met dans la veste de quelqu'un qui est pro-Tshisekedi. Mais c'est faux. Quelqu'un qui est pro-Tshisekedi ne peut pas dire ce qu'il a dit en recourant à l'anonymat. Ça c'est un. Ensuite, il dit des choses telles que vous avez laissé tel qui n'est pas venu avec vous aux États-Unis pour vous chercher l'argent en dessous de la table. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être pour le chef d'État qui dit ça. Oh voilà, vous nous avez laissé nos gens de l'IDPS. S'il lui dit ça, qu'est-ce que nous nous dirons, par exemple? Il faut accompagner le chef de l'État et le servir. Ça importe peu. C'est quoi un poste? Nous devons changer notre pays. Nous devons lutter pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. C'est comme cela que nous devons faire. Nous qui sommes à l'étranger,
je vous dis, nous en souffrons. There is no place like home, comme disent les Britanniques. Chez nous, c'est la meilleure place dans laquelle nous pouvons vivre dans le monde. Il y a eu un problème qui se passe au pays, c'est la manipulation de l'opinion. Les gens doivent faire très attention, le peuple doit faire très attention avec la manipulation de l'opinion. Aujourd'hui, l'opinion est sérieusement manipulée avec de contre-vérités. Le président de la République, c'est un président de la République. Il a des conseillers très calés, des gens bien instruits, bien éduqués, bien équipés sur le plan intellectuel. Faisons-leur confiance. Ils ne sont qu'à leur 4e mois. Qu'on leur donne le temps qu'il faut pour qu'ils changent le pays. Le grand problème que nous avons en ce moment, c'est le problème du gouvernement. Et ce gouvernement, nous réitérons encore ce que nous avons dit ici il y a quelque temps, on doit lui présenter 3 noms. Si ces 3 noms ne plaisent pas au chef de l'État, qu'il les retourne. Le peuple doit être informé. Le chef de l'État doit, à un moment donné, briser le silence, informer le peuple. Le peuple doit être prêt. Vous savez que l'UDPS, le parti du chef de l'État, c'est un parti qui fonctionne sur base du principe à pyramide renversée. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'UDPS n'attend pas les mots d'ordre de ses leaders. On l'a vu même à l'époque du leader Maximo Etienne Tshisekedi Omulumba. On l'a vu le peuple qui lui fait reculer. Au bout de nom, le peuple dit non. Si le président de la République a voulu laisser aller les choses, laisser ces gens qui ont ruiné le pays, recommencer une nouvelle vie, ce n'est pas ça l'intention du peuple. Alors, tant qu'ils ne sont pas en train de mettre du bémol à leurs exigences, ils se blâmeront eux-mêmes. Merci mesdames, merci messieurs, chers compatriotes, merci. Je vous retrouve la prochaine fois.